je demanderai à Stig Jorgensen de présider. Il est donc important ici que cette session nous permette de réfléchir à la manière dont nous pouvons aller plus loin et avancer. Nous allons essayer donc après ce qui a été dit par les différents gouvernements, puisque tous les gouvernements, ou quasi beaucoup de gouvernements, presque tous les gouvernements du monde sont prêts à avancer. Nous avons entendu l'histoire très puissante, très forte d'une bénéficiaire. Nous avons entendu parler d'exemples spécifiques en plénière et dans les sessions parallèles. Nous avons entendu parler de toute une série de choses. Essayons maintenant de penser à la manière dont nous pouvons avancer avec deux questions que je vous pose ici. Que faut-il faire différemment? Et comment devons-nous procéder, puisque nous sommes conscients de la nécessité de travailler différemment? Donc la question importante n'est pas ou n'est plus uniquement que faire, mais comment le faire. Et nous avons donc avec nous Natalia Winder-Rossi, qui est responsable de l'équipe protection sociale à la FAO, Karel Laurent, directeur adjoint du Centre pour la résilience USAID, le Dr Fabio Verras, qui nous vient du Centre pour la croissance inclusive, et Camilla Knox-Pebbles, qui est directrice adjointe des questions humanitaires à Oxfam. Donc, étant économiste, les données pour moi sont clés, et donc j'aimerais que nous reprenions un peu, en fait, ou remettions peut-être à la portée de tous ici ce qui a été dit pendant ces trois sessions parallèles. Trois sessions parallèles qui ont été très intenses. Je vais essayer de résumer le contenu de ces trois sessions, où nous allons donner la parole plutôt au président des trois sessions pour qu'ils résument, entre guillemets, leurs sessions respectives. Vous avez 2 minutes jusqu'à l'alarme, qui sonnera dans 2 minutes. Discussion très très riche. Je ne vais pas la résumer, mais il est clair que la protection sociale est un élément clé pour adresser une réponse adaptée aux causes fondamentales de la vulnérabilité. Le fait qu'il faut une forte politique, une forte volonté politique, un alignement également, une harmonisation des différents partenaires, la reconnaissance de la nécessité de mettre en place des systèmes qui se basent sur la réalité. Il y a par exemple en Somalie des systèmes informels sur lesquels on peut construire des systèmes plus formels. La nécessité également de tenir compte des besoins différenciés des différentes populations et le fait que l'argent en espèces ne suffit pas et qu'il faut ajouter d'autres dimensions. Et n'attendons pas donc que des transferts financiers résolvent tous les problèmes. Et puis, toujours sur la Somalie, nous sommes passés à côté de l'opportunité en 2011. Essayons de ne pas répéter ces erreurs. La politique aujourd'hui a évolué. La volonté politique est au rendez-vous dans ce pays. Et nous devons donc réellement apprendre des leçons qui ont été tirées lors de la dernière crise humanitaire et la manière dont nous y avons réagi. Deuxième groupe, s'il vous plaît. Gestion donc des crises au niveau des civils. Oui, nous avons abordé trois choses. Nous avons tout d'abord dit que nous parlons beaucoup aujourd'hui du continuum entre l'humanitaire et le développement, mais il y a d'autres
secteurs qu'il faut également développer et auxquels nous ne prêtons pas attention, y compris la sécurité notamment, et les mesures de protection et de construction d'une paix durable. Et je pense qu'il faut absolument penser à la construction d'une nation et d'un contrat social au niveau national. C'est ce qui a été dit, c'est fondamental. Nous avons ensuite examiné un peu ce qui avait été dit par les collègues d'Ouganda ce matin. Et nous avons insisté notamment sur l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays où, si vous n'avez pas de protection sociale et de protection financière, eh bien, vous n'avez pas la possibilité réellement de vous inscrire dans un continuum de protection et de sécurité pour l'ensemble du monde. Et nous voulons également, et ça nous a ramené donc à cette notion de création d'un pays et d'une réalité nationale et d'une nation. Nous avons également reconnu le fait que les questions sécuritaires sont difficiles, complexes, et qu'il faut peut-être repartir parfois en effaçant l'ardoise du passé, même si c'est difficile. Mais il faut pour cela des efforts conjoints énormes. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Merci. Pas de micro, désolé. Troisième session, s'il vous plaît. Oui, la session qui était la nôtre était la 1C sur la pensée à long terme dans les contextes fragiles. Nous avons notamment dit qu'il y a, dans certains cas des situations, où nous avons peu d'éléments de preuve encore. Nous savons aussi que dans des pays comme le Pakistan, il y a des sources multiples de fragilité. Nous avons notamment dit qu'il faut éviter peut-être de surcharger les systèmes de protection sociale en essayant de ne pas complexifier excessivement les choses et de ne pas tout intégrer. Mais en même temps, il faut reconnaître le fait que la protection sociale est absolument critique et que des mauvais programmes peuvent faire perdre la confiance de la population et donner lieu à des exclusions. Ensuite, nous avons également reparlé de la nécessité d'obtenir des éléments de preuve et de répliquer, de redoubler ou de répéter les initiatives lorsqu'elles fonctionnent. Et qu'il faut travailler avec notamment des études de cas, recueillir des informations dans ces études de cas, que le moment de faire cela, c'est aujourd'hui. Et puis voilà, je crois qu'on a insisté sur la nécessité d'adapter les systèmes de protection sociale à ces contextes particulièrement fragiles et mesurer ce qui se passe sur le terrain également. These three people just proved me wrong. I said that. Voilà, je pensais que c'était impossible. Ils l'ont fait. 3 rapports en 2 minutes. Merci à vous. Il n'y en avait que 3, n'est-ce pas? 3 sessions, oui. Bon, maintenant que nous sommes tous sur un pied d'égalité et que nous savons plus ou moins ce qui s'est dit dans ces sessions, je donne la parole au panel avec 2 questions. À quoi faut-il penser, à votre avis, quand on s'est dit que l'on doit faire plus de choses ou moins de choses? Je vous laisse donc peut-être répondre à cette question. Oui, je vous laisse le loisir de ne pas être trop long, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, il est intéressant de dire que nous sommes ici face non pas à quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui soulève des challenges et des défis nouveaux. Ce que je veux dire va peut-être être paradoxal à première vue, mais je crois qu'il faut être ambitieux en termes de vision, mais réaliste en même temps quant à ce que nous pouvons réellement faire.
Et mettre en place des systèmes de protection sociale qui soient informés des risques implique deux choses. D'abord, beaucoup d'innovation, une innovation qui peut être testée, évaluée et améliorée, et ensuite développée à des niveaux plus élevés, entre guillemets, mais aussi beaucoup de souplesse pour être capable de coller à la réalité. Je crois que nous pouvons apprendre des expériences positives, même si les contextes sont différents, que ce soit au Kenya, au Lesotho, aux Philippines. Les situations sont différentes, évidemment, mais on peut tirer des leçons intéressantes. La Somalie est un excellent exemple, je crois, d'un pays qui peut nous inspirer. Et il faut, à mon avis, également tenir compte du travail que beaucoup font déjà en termes d'innovation au niveau humanitaire, en travaillant souvent dans des contextes très complexes, très complexes. Et il vaut mieux parfois ne pas vouloir mettre en œuvre un système parfait et parfois se contenter d'un système qui fonctionne et qui peut être amélioré avec le temps. Autre élément dont nous avons déjà parlé, il faut penser également à tenir compte des structures communautaires qui elles-mêmes parfois fonctionnent indépendamment de nos efforts et les intégrer, ces structures communautaires, à nos efforts, si possible. Pour être innovant et pour combiner des sources de financement différentes, je crois qu'il faut justement réfléchir à la manière dont les ressources sont utilisées en tenant compte de la nécessité à la fois de rendre les États plus résistants au choc et capables malgré tout de réagir à court terme en cas de choc. Et mettre en place pour cela des systèmes qui vont permettre une réponse en cas de crise, tout en faisant le maximum pour éviter les crises par des systèmes de sécurité sociale et de protection sociale. Et peut-être peut-on imaginer que nous examinions ces différentes pièces du puzzle également au niveau de leur financement. Voilà, j'ai ensuite un petit commentaire à faire sur les espèces, l'argent liquide. C'est vrai que c'est idéal peut-être dans certaines crises, mais il faut également penser à la nutrition, à d'autres interventions, à une résilience qui soit beaucoup plus globale et pas uniquement économique. Ensuite, quand je parle de flexibilité et d'être en phase avec la réalité, que pouvons-nous faire voilà la question qu'il faut se poser. Que pouvons-nous faire dans les 6 mois, dans l'année ou dans les 2 ans? Parce que cela implique des objectifs différents et des évaluations différentes pour progressivement pouvoir avancer vers davantage de stabilité. Pouvons-nous, par exemple, imaginer un menu de réaction en fonction des contextes, en fonction des spécificités d'un pays ou d'un autre, en termes d'accès au marché, notamment, et à d'autres niveaux. Je crains, entre guillemets, que les programmes qui ont été mis en place souvent sont déficients dans le sens où ils n'examinent les choses qu'à partir d'une seule perspective. Et il faut certainement être capable d'être multicomposant dans notre approche et de nous adapter certainement à d'autres points de vue. Je travaille sur ces questions depuis longtemps. Le social, par exemple, est intéressant pour moi, mais je crois qu'il faut être capable d'avoir une vision à la fois, c'est vrai, sociale, économique, en termes d'agriculture, etc. Donc avoir plusieurs perspectives, ça me paraît essentiel. Et puis, je ne sais pas qui l'a dit, peut-être le docteur Dercon ce matin, donnons du cash, mais donnons de l'espoir aussi aux populations. Et certainement là, il faut pouvoir donner aux uns et aux autres la possibilité d'avoir accès à voilà, cet espoir qui est nécessaire pour les individus, mais aussi pour les familles, pour les enfants. Et là, cette vision, entre guillemets, en termes de système me paraît clé. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais
je crois qu'on peut certainement considérer qu'il y a là un processus et que c'est quelque chose qui se fera sur le long terme. Merci beaucoup. Carole, très heureuse d'être ici. Très heureuse de cette session également et du contenu. Comme vous l'avez dit, c'est une discussion riche, effectivement. Et il est difficile, je crois, de capturer, entre guillemets, tout ce qui a été dit ce matin et cet après-midi. Mais bon, c'est l'occasion peut-être de continuer par la suite à discuter ensemble. J'aimerais simplement parler donc de la perspective d'un bailleur, ce qui n'est pas simple à faire d'ailleurs. Je vais faire de mon mieux et peut-être penser en termes de défis auxquels nous sommes confrontés en tant que bailleurs et partager cela avec vous parce que si vous avez travaillé avec USAID ou avec d'autres bailleurs, vous aurez certainement fait face à certaines difficultés. Et notamment cette dichotomie, entre guillemets, entre l'aide humanitaire d'une part et le développement d'autre part, et les problèmes de définition des interventions. Cela, c'est un défi, cela continuera à en être un, à mon avis, et je ne crois pas que nous puissions espérer un jour nous libérer, entre guillemets, de cette entre guillemets, difficulté qu'implique le fait de travailler de manière transversale, parfois à différents niveaux. Et ce que nous faisons souvent, enfin ce que vous faites, pardon, et ce que font nos partenaires sur le terrain, est souvent, entre guillemets, à la croisée des chemins, et à la croisée de l'humanitaire et du développement, et cela, c'est une réalité qui ne risque pas de changer. Mais c'est un défi. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux défis liés donc à nouveau cette dichotomie entre le court et le long terme. Et cette différence entre les programmes qui mettent en œuvre une réponse à une crise qui est censée être limitée dans le temps, mais qui s'inscrit dans le long terme et qui, implique d'être présent et de continuer à intervenir pendant une longue période. Et je pose la question de savoir qui sont nos partenaires. Ça, pour un bailleur, c'est extrêmement compliqué parce que soit nous travaillons avec des gouvernements, ou des ONG, ou des partenaires internationaux, qui fait quoi, qui met en œuvre le programme, tout cela c'est souvent pour nous extrêmement compliqué à déterminer. Et le financement peut différer, l'attribution des fonds peut différer également en fonction du partenaire sur le terrain, même si en fin de compte, nous voilà, ce qui est important évidemment, c'est que le travail se fasse sur le terrain. Et je crois que ce qui est en fin de compte réalisé à la fois à court et à long terme peut également être envisagé sur base, entre guillemets, de cette relation qui unit un bailleur comme nous à une entité prestataire, entre guillemets, de projets sur le terrain. Et il faut certainement, quand on conçoit un programme d'aide, notamment, tenir compte de ces aspects-là. Bon, cela pose certains défis, certaines difficultés. On peut les résoudre, et certains l'ont dit ce matin et cet après-midi, en apprenant, entre guillemets, et en utilisant des éléments
entre guillemets, d'informations et des données qui sont confirmées. Et cela permet notamment d'être plus efficace. La question étant de savoir qui apprend de qui. Parce que nous avons accès souvent à des études de cas, des informations, à des données, mais tout cela n'arrive sans doute pas toujours aux populations avec lesquelles nous travaillons. Et ce qu'il faut, c'est que tout le monde apprenne. Le bailleur, le gouvernement national, les communautés locales, etc., et les structures gouvernementales intermédiaires également. Je crois que ça, c'est critique également. Et donc, je crois qu'il faut continuer à incorporer cet aspect-là, apprendre de ce que nous faisons davantage. Il faut aussi cibler davantage nos opérations. Si nous travaillons dans un environnement fragilisé, alors il est intéressant et utile de comprendre où certaines opérations se passent, où elles ont du succès. Ça a été le cas, par exemple, chez nous en Éthiopie, mais également au niveau du filet de sécurité contre la faim au Kenya, qui a montré son efficacité. Et cela vaut pour les systèmes de sécurité ou de protection sociale qui sont mis en place là où il y a un État capable de le mettre en place. Voilà, sans vouloir être trop longue, je terminerai en disant que utiliser le contexte est également clé. Et ce le sera de plus en plus, je crois. Être conscient du contexte spécifique va être de plus en plus important. Et à ce niveau-là, connaître les populations avec lesquelles on travaille et anticiper la manière, ou comprendre la manière dont les populations font face au choc, y réagissent, ça me semble important. C'est-à-dire que cela implique de comprendre quels sont les mécanismes que les populations en question mettent en place pour réagir à une crise et intervenir avant que ces systèmes-là cessent de fonctionner, entre guillemets. Et les stratégies, les mécanismes que les populations utilisent pour faire face à des crises, je crois que si nous les comprenons bien, eh bien nous pouvons alors y contribuer et alléger encore l'impact, entre guillemets, des crises. Et puis, pour terminer, une planification adéquate de la réponse aux crises est extrêmement utile. Et lorsqu'on en passe d'une situation de stabilité à une situation d'instabilité, je crois que l'on peut justement apprendre de systèmes qui sont parfois déjà en place et qui permettent de ralentir, entre guillemets, le glissement vers une situation d'instabilité. Et puis un point qui n'a pas été mentionné beaucoup, aujourd'hui encore en tout cas, et dont il faut parler davantage peut-être, c'est tout ce qui concerne l'assurance, l'utilisation de l'assurance dans ces systèmes de protection sociale. Et je crois qu'il est utile de réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser l'assurance pour faire face à ces situations de stress ou de choc. Pensez aux ouragans récents dans les Caraïbes. On peut imaginer peut-être qu'un système bien conçu d'assurance puisse être utilisé pour répondre aux conséquences d'un ouragan. Bon, il y en a eu plusieurs, mais et le système montre ses limites. Mais
étant donné le grand nombre d'îles qui ont été affectées par les ouragans récents. On peut se poser la question de savoir si l'assurance dans ce genre de contexte fonctionne ou pas, mais je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors j'ai omis de dire qu'il y a toute une série de petits papiers qui sont disposés devant vous. Si vous avez des questions à poser aux membres du panel, nous avons décidé de vous inviter à compléter ces petits documents et à noter vos questions. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions, mais c'est une façon plus saine, me semble-t-il, de gérer la question du temps au niveau de cette rencontre. Alors, en ce qui concerne votre perspective, à vous, vous qui êtes un enseignant professionnel, quelles sont vos perspectives en la matière? Merci. Merci tout d'abord de me donner la possibilité de m'exprimer devant ce panel. Merci de me donner la possibilité d'en apprendre davantage. Il est vrai que nous menons à bien un travail de recherche commun au niveau de l'IPC, donc du Centre de politique internationale pour la croissance inclusive. Et tout ce que nous avons appris ici nous servira grandement. Et je voudrais également insister sur le fait que nous pouvons retirer beaucoup d'une collaboration commune avec les responsables gouvernementaux sur les différents terrains. Alors, je viens du secteur de la protection sociale, donc je n'ai pas véritablement de responsabilité en matière d'aide humanitaire. Et bien entendu, ceci va probablement influencer d'une certaine manière la teneur de mes propos. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que ceci peut expliquer l'expérience sélective dont je dispose en matière, par exemple, d'études de cas. Un autre aspect que je souhaiterais souligner a trait au caractère novateur de cette conférence et de la thématique abordée lors de cette conférence. J'avais pensé que ce serait peut-être beaucoup plus étroit en termes de réponse à différents conflits, à différents contextes, plutôt que d'aborder de façon plus générale les réponses à apporter à des situations de crise. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'expériences disponibles que pour pouvoir justement tirer des enseignements probants par rapport à ces différents paramètres. Je voudrais également insister sur le contexte socio-politique. Je suis probablement plus familier de ce contexte, en tout cas en ce qui concerne la protection sociale. Nous avons un pays qui est en proie à certaines guerres et conflits. Il s'agit du Yémen et travailler au Yémen pour nous a été tout particulièrement intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'un cas tout à fait unique, d'un pays à bas revenus qui aurait souhaité mettre sur pied un dispositif de protection sociale. Donc on est entré en contact avec nous pour pouvoir évaluer en quelque sorte ou tenter autant que faire se peut d'actualiser les données disponibles par rapport aux ménages et d'englober toute une série de dimensions. Donc c'était en quelque sorte une étude menée bien sur les ménages en y ajoutant bien entendu des mécanismes de protection sociale et particulièrement le fonds ou les prestations en matière de sécurité sociale. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait spécifique et on a décidé de privilégier plutôt certaines catégories plutôt que de cibler seulement la thématique de la pauvreté. Donc avec l'aide des banques, nous sommes parvenus à déployer tout cela puisqu'il y a certaines catégories vulnérables qui ont besoin de protection et qui se retrouvent au niveau de certains ménages qui vivent dans des pays d'Afrique. Je voudrais donc vous présenter les résultats engrangés au niveau de Sanaa, la capitale du Yémen. Il est important de préciser que d'entrée de jeu, il y avait un certain pessimisme ambiant. C'est-à-dire que beaucoup de personnes avaient le sentiment que ce dispositif ne pouvait pas fonctionner. Donc, il y avait le ministère des Finances qui était présent, le ministre des Finances et d'autres ministres qui étaient également présents dans le cadre de cette étude. Mais nous avions le sentiment que sur le terrain, les gens étaient convaincus du fait que ce système ne serait pas probant, que l'argent ne parviendrait pas aux plus démunis et qu'on partait perdant en quelque sorte dès le départ avec ce type de projet. Et il a fallu faire comprendre aux gens que cela pouvait fonctionner sur base des preuves engrangées. Comme je vous l'ai dit, nous avons mené à bien une étude auprès des gens, donc c'est des gens tout à fait indépendants et des personnes qui ont mené à bien cette enquête de façon tout à fait indépendante.
Et lorsque nous avons croisé ces données avec les données administratives du programme, nous avons eu une vue d'ensemble de la situation. Lorsque des gens nous disaient « nous avons reçu de l'aide », eh bien, ils la recevaient effectivement. Et dans le cadre de cette étude indépendante, nous avons sélectionné les gens. Nous n'avons pas bénéficié, par exemple, des listes de personnes qui avaient pu recevoir des fonds en vertu de ce système. Et nous n'avons pas eu donc de parti pris au niveau de cette étude. Donc, on a chaque fois pu vérifier combien ces gens avaient reçu, combien figurait dans les chiffres, et nous avons vérifié également si ces personnes avaient reçu ce versement qui leur avait été promis. Alors, le premier enseignement à tirer de tout cela, c'est que parfois, lorsqu'on va en mission dans la capitale, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, parce que beaucoup de gens disent oh, « mais vous savez, les travailleurs sociaux ils ne travaillent pas, les gens ne reçoivent jamais l'argent et les mécanismes de versement ne sont pas toujours probants, etc. » Mais c'est assez facile, je dois vous le dire, et nous avons pu constater que partout dans le pays, on a pu prouver qu'effectivement, les pauvres avaient pu bénéficier de ces services, contrairement à ce que d'aucuns avançaient. Alors, au niveau de mes activités pour la Banque mondiale, j'ai pu constater que nous avons effectivement là un élément de bonne pratique à prélever, c'est-à-dire qu'en termes de réponse humanitaire, lorsque vous voulez utiliser les mécanismes de protection sociale qui sont d'ores et déjà en place, il est important de regarder le système qui a déjà été mis en place, mais en plus de cela, il faut regarder le système formel qui existe, même si il n'est pas complètement déployé et développé. Il y a d'ores et déjà des éléments qui peuvent être exploités. Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement tout exploiter, tout utiliser, mais on a des dispositifs qui sont présents et qui peuvent être utilisés. Il s'agit tout simplement de voir si ces dispositifs peuvent être utilisés de façon peut-être plus approfondie. Le deuxième point a trait à la protection sociale. Il s'agit de voir de quelle manière la protection sociale peut permettre une réponse humanitaire. Alors, dans le cas du Yémen, nous avons pu l'illustrer à souhait, c'est-à-dire que les bases de données, les registres du Fonds des affaires sociales va pouvoir être exploité pour proposer une réponse humanitaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit systématiquement le cas, parce que dans certains cas de figure, les bénéficiaires peuvent être différents. Soyons clairs par rapport à cela. Nous ne voulons pas utiliser ces bases de données à titre exclusif. Nous savons que, bien entendu, ces bases de données recensent les personnes les plus démunies, mais on peut également utiliser d'autres dispositifs. Et en sus de cela, il est également important de voir comment une réponse humanitaire pourrait aider à développer plus en avant ces systèmes de sécurité sociale. Et jusqu'à présent, nous avons eu des discussions à cet égard. Nous avons eu toute une série de débats et de discussions et nous avions parfois un point de vue relativement négatif sur la chose. Nous pensions que l'assistance humanitaire ne permettait pas véritablement de mettre en place ce que pourrait être ou ce que devrait être un dispositif ou un régime de protection sociale. Alors, il faut toujours garder, bien entendu, cette inquiétude, entre guillemets, à l'esprit et il est également plus important encore de ne pas tenter d'être trop efficace, si je puis dire, ou de pas tenter d'être trop exigeant en matière d'aide ou d'assistance humanitaire et au niveau également de ce vers quoi devrait tendre le système de protection sociale. Il faut bien entendu regarder cela à l'aune du financement disponible parce qu'il faut se dire que nous travaillons généralement dans un contexte de grande fragilité et si ces pays reçoivent des soutiens budgétaires, ces soutiens vont devoir être octroyés pendant au moins une décennie, le temps que la situation se stabilise. Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir reconstruire les différentes fonctions de l'État et la protection sociale est une des fonctions primordiales de l'État, une des activités phares de l'État et c'est à ce niveau-là qu'il faut envisager les choses. Il faut pouvoir encoder, intégrer tout cela dans le budget et se dire que ce qu'il convient de faire en la matière, c'est de pouvoir apprendre des réponses humanitaires et de pouvoir construire ou reconstruire une partie de cette fonction gouvernementale. Donc, voilà les deux côtés que moi j'aurais souhaité aborder et j'espère avoir répondu correctement à la question que vous m'aviez posée. Merci beaucoup. Je me souviens avoir été à Sanaa et j'ai entendu des récits très différents de ceux que nous pouvions constater sur le terrain et je pense que votre remarque était tout à fait pertinente et était bien entendu importante. Alors, Camilla? Oui, bien entendu, il est difficile d'intervenir en dernier lieu.
il y a déjà eu toute une série d'interventions qui se sont avérées d'ailleurs extrêmement judicieuses et utiles. Et le point clé qui a été soulevé porte sur l'apprentissage. Et je voudrais peut-être étoffer davantage cette notion d'apprentissage et d'enseignement tiré de nos expériences. Il est nécessaire que des choses se produisent au cours des mois à venir et au cours des semaines à venir. Et je voudrais revenir sur ce que Fabio a dit il y a quelques instants, à savoir la nécessité de fonder notre dispositif sur le système existant, de le resituer dans ce contexte, d'exploiter ce qui existe d'ores et déjà, si fragiles ces initiatives soient-elles. Et pour en revenir au Yémen, nous avons également travaillé au Yémen à niveau de Oxfam et nous avons eu la possibilité de proposer des versements en liquidité via les services de poste. Nous avons pu également actualiser les différentes listes du Fonds social ou du Fonds de protection sociale, liste qui avait été mise en place à cette fin. Nous avons également eu la possibilité de travailler à l'échelle et il faut se dire que si quelques 2000 personnes doivent recevoir des liquidités, il faut pouvoir travailler à grande échelle. Il est également important de remettre les choses en perspective et ceci me permet de vous donner un petit avant-goût de l'intitulé de ma présentation. Il est important de voir ce qui existe déjà, quelles sont les activités de développement qui ont été mises en place, quelles sont les structures gouvernementales qui existent d'ores et déjà, parce que souvent nous l'ignorons et il est important de déployer tous les efforts possibles et imaginables pour dresser un répertoire de ce qui existe d'ores et déjà. Et puis nous avons différents types de personnes qui s'impliquent dans ces activités et dans ces travaux. À l'instar de ce qui a été dit par Fabio et par d'autres, il y a beaucoup à retirer de l'expérience humanitaire et d'une réponse humanitaire et le programme de filet de sécurité au Kenya est bien entendu l'exemple rêvé. Il en va de même d'ailleurs en Éthiopie avec le dispositif qui a été mis en place. C'est la même chose avec la Somalie où l'on est occupé à développer un dispositif de protection sociale et un plan de développement national pour aller peut-être plus en profondeur au niveau de cette réponse humanitaire et pour faire en sorte qu'elle se maintienne à des niveaux divers et variés. Il y a deux apprentissages ou deux leçons ou enseignements plutôt à tirer de tout cela. Alors, bien entendu, il faut se dire que nous avons parfois cette pensée selon laquelle les praticiens du développement et autres travaillent ensemble en respectant ce que les uns et les autres ont à proposer au secteur et qu'il s'agit pour eux non seulement de sauver des vies, pas dans l'immédiat, mais surtout sur le plus long terme et qu'il s'agit également de protéger la population. Alors c'est une constatation, c'est un constat fondamental et basique et parfois nous nous exprimons dans des langues différentes. Parfois il y a également un état d'esprit tout à fait culturel qui doit être quelque peu bousculé ou modifié. Et cette conférence me semble être un excellent premier pas dans cette direction. Et j'ai le sentiment que la Banque mondiale, les différentes initiatives en matière de paix, les initiatives des différentes instances de développement constituent autant de bons exemples à garder à l'esprit. Alors il y a également un autre aspect qu'il faut prendre en considération. Tout ne tourne pas nécessairement autour de l'argent, même si le financement reste la pierre angulaire d'un tel dispositif. Et il y a des statistiques qui me reviennent à l'esprit, ça m'est revenu pas plus tard que ce matin, à savoir que 80% des crises prolongées se prolongent sur plus de 5 ans. Et vous le savez, les outils humanitaires ne sont pas conçus que pour s'étaler sur une période de 5 ans. Le financement, les cycles de financement font face à une autre réalité et c'est avec cette réalité qu'ils font composer. Et il faut se dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'un financement ou de modèles de financement sur le long terme et d'acteurs du développement qui soient présents autour de la table, disposés à travailler avec les gens du secteur humanitaire pour arriver à des solutions. Et en matière de protection sociale, avec tous ces discours que nous avons entendus sur la résilience et avec toutes ces présentations d'initiatives diverses et variées, je suis heureuse de constater que nous avons avec la sécurité sociale un outil tangible à développer et au cœur d'une crise ou au cœur d'une pré-crise, ce qui serait bien entendu idéal, nous avons là un outil idéal à développer. Et comme cela a été signalé par certains collègues, la plupart du temps on réagit au moment où la crise intervient. Il serait peut-être judicieux également d'agir le plus possible en amont. Alors un autre enseignement que nous pourrions tirer de tout cela est le suivant. Il s'agit de veiller à ce que les systèmes de protection sociale aient une bonne
appréhension et compréhension des risques et une bonne agilité. Il est important de pouvoir faire preuve d'agilité au moment où la crise frappe. Il est important d'avoir un groupe de personnes qui soient présents pour aider sur le long terme, mais qui soient en parallèle à même d'inclure davantage de personnes au moment où la crise intervient. Et quelle que soit cette crise, il peut par exemple s'agir d'un conflit, je pense à un pays tel que le Sud-Soudan. D'autre part, le fait de cibler correctement les choses, le fait d'avoir les bonnes personnes devrait bien entendu s'avérer bénéfique à l'instauration d'un système de protection sociale. Et je crois qu'il faut même aller au-delà des dispositifs qui sont testés dans l'immédiat. Il nous faut être davantage sensibles à l'existence des communautés et impliquer les organisations locales et autres parce qu'elles ont un rôle fondamental à jouer au niveau de la définition des critères et ceci devra nous permettre d'avoir un système correctement ciblé, d'avoir tous les moyens à disposition que pour arriver à nos fins. Pour terminer ou pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques idées en vrac. Tout d'abord, il s'agit, à mon sens, de respecter toutes et tous la valeur ajoutée que nous pouvons proposer en tant qu'organisation. Je crois que, par exemple, les ONG, et je parle ici des ONG locales, nationales, voire même internationales, elles sont correctement positionnées, me semble-t-il, pour piloter des projets, pour expérimenter des projets à petite échelle, en collaboration, bien entendu, avec les gouvernements locaux. Et ce sont elles qui peuvent déterminer de quelle manière déployer tout cela. C'est une question de travail commun pour assurer la pérennité. Et il s'agit, bien entendu, de ne pas saper tous les efforts déployés par les autres ou par le gouvernement. Il s'agit de travailler de façon véritablement coordonnée et je crois que c'est vraiment un élément phare qui est ressorti de toutes les présentations faites aujourd'hui, à savoir le rôle essentiel de la coordination. Et je voudrais poursuivre en disant qu'il est vrai que nous avons une politique, il ne faut pas saper cette politique, il faut travailler dans ce cadre et la respecter, c'est quelque chose qui résonne profondément en moi. Et d'autre part, et je m'arrêterai là, je crois qu'en ce qui concerne le financement, il serait intéressant d'avoir un fonds mutualisé global pour la protection sociale, un fonds qui pourrait être utilisé sur le long terme et qui nous permettrait de répondre aux différents besoins qui se font jour. Merci. Merci. Merci beaucoup aux membres du panel. Merci pour cet aperçu très intéressant. Alors, je n'ai reçu qu'une seule question, donc nous aurons la possibilité vous aurez la possibilité de poser d'autres questions. Alors, la question qui est posée ici est une question qui porte sur le fait que certains gouvernements doivent gérer des flux massifs de réfugiés. Donc, il est également judicieux d'établir des systèmes de protection sociale dans ce cas de figure, mais il est relativement difficile de satisfaire l'ensemble des réfugiés. Ne faudrait-il pas mettre sur pied une infrastructure supranationale? Parce qu'il est vrai que souvent nous avons besoin de davantage de fonds et je voudrais savoir si c'est quelque chose dont nous pouvons rêver, quelque chose que nous pouvons envisager et je voudrais connaître votre point de vue sur la chose. Il est vrai que lorsque nous parlons par exemple à des gouvernements qui sont basés en Palestine, nous avons 5 millions de réfugiés palestiniens qui vivent dans les alentours du Moyen-Orient et qui ne sont pas nécessairement pris en considération par les gouvernements hôtes, et ce pour des raisons politiques, voire même historiques. Mais quel serait le rôle éventuel d'un financement supranational? Et puis, il y a également une autre question qui est posée sur le même document, quid du financement pluriannuel. Et il est parfois très difficile de colmater les brèches entre les différents types de financement, que ce soit le financement humanitaire ou autre. Alors, je ne sais pas si les panélistes se sentent armés et outillés pour répondre à cette deuxième question, mais je vais reposer la première question qui portait sur le financement supranational. Quel pourrait être le rôle d'un programme pluriannuel en la matière? C'était la deuxième question qui a été posée. Alors, certaines personnes ont insisté sur la nécessité de comprendre les mécanismes qui permettent aux populations locales de faire face. Et il faut voir quels sont les objectifs qui ont été arrêtés au niveau de la collectivité et des communautés. Quelle pourrait être la participation de ces collectivités? Et je pourrais peut-être parler de ma propre expérience. J'ai beaucoup travaillé sur la mobilisation au niveau des collectivités. Alors,
je pense que ces expériences, même si elles ont été probantes, n'ont pas toujours donné peut-être les résultats escomptés, mais je voudrais savoir si vous êtes prêt à répondre à la question ou aux questions qui ont été posées. Et je voudrais remercier les autres membres du panel pour leur perception extrêmement intéressante. Alors, il n'y a pas de réponse affirmative ou négative à proposer à cette question. Il faudrait une vingtaine de pages pour y répondre par écrit. Quoi qu'il en soit, je pourrais dire qu'une chose à laquelle nous pourrions réfléchir différemment serait peut-être de se dire que nous avons besoin d'un système pour les réfugiés, pour les personnes déplacées en interne, etc. Et en fin de compte, dans nombreux de ces contextes, nous pourrions probablement interagir dans les mêmes zones géographiques. Alors, quels seraient les mécanismes qui pourraient soutenir ce type de dispositif et soutenir ces personnes en tant que groupe, puisqu'il s'agit ici d'avoir une contribution conjointe à leurs moyens de subsistance et une possibilité d'interagir avec l'environnement dans lequel ils évoluent. Et dans de nombreux contextes dans lesquels nous travaillons, nous avons constaté que nous avions une expansion limitée au niveau de la protection sociale, même au niveau des citoyens d'un pays, en particulier ceux qui vivent dans des secteurs peut-être plus agricoles et qui dépendent largement des ressources naturelles. Ils ne font pas nécessairement partie du régime de sécurité sociale formel parce qu'ils ne font pas partie de réseaux spécialement formels. Et nous avons pu constater que nous avons parfois, au niveau de ces personnes, de nombreuses difficultés auxquelles ils doivent faire face. Et dans ce contexte, il faudrait peut-être demander au gouvernement d'élargir le dispositif. Mais ce serait une question ardue à leur poser. Ce serait une question qui requerrait probablement débat et réflexion. Alors, il est vrai que c'est une responsabilité du gouvernement que de financer et d'assurer la pérennité de ces programmes, mais la situation est beaucoup plus complexe que cela. L'idée d'avoir, par exemple, différents mécanismes de financement qui seraient susceptibles de financer les volets ajoutés à un système en matière de réponse à des situations de crise, eh bien, c'est un point qui me ramène à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il y a un rôle pour les différents acteurs, les gouvernements, etc. Il y a possibilité de concevoir un système qui soit robuste et qui soit largement déployé, mais en parallèle, il y a également la nécessité de voir si des fonds ne pourraient pas également contribuer. Nous pouvons aborder la question sous différents angles. Nous avons un système d'inscription, par exemple. Nous avons un système de réponse aux situations de crise. Nous avons un système d'identification qui va bien au-delà des dispositifs en matière d'indicateurs économiques. Nous avons, par exemple, toute une série de variables économiques ou environnementales qui peuvent être prises en considération. Donc, dans une intervention de type MIS, nous avons besoin de déployer un travail analytique ainsi qu'opérationnel. Et ce n'est pas nécessairement lié au fait que nous voulons créer un fonds supranational qui devrait remplacer, entre guillemets, les engagements nationaux ou les engagements qui devraient être pris à l'échelon national, mais il s'agit de faire en sorte que les gouvernements puissent passer de programmes à système, de filets de sécurité à des régimes de sécurité sociale, de programmes épars ou relativement épars à une situation beaucoup plus cohérente. Je pense également, en particulier dans le contexte dans lequel j'ai travaillé, à savoir l'Amérique latine et l'Afrique, les collectivités assument des rôles différents en matière de conception, de mise en œuvre, d'évaluation, de responsabilisation, etc. Alors, en termes de conception, il est important de tenir compte des vulnérabilités spécifiques de ces communautés et de les impliquer, bien entendu, dans la conception des meilleures interventions qui soient de déterminer quelles pourraient être les potentialités, quelles pourraient être les spécificités dont il conviendrait de tenir compte dans l'élaboration de tel ou tel programme. Alors, en ce qui concerne la mise en œuvre, il nous faudrait également une identification des plus vulnérables. Quels sont ceux qui ne reçoivent malheureusement pas ces allocations ou ces prestations auxquelles elles sont qu'elles sont toutefois habilitées à recevoir. Et ensuite, quid des actions collectives qui pourraient être déployées pour répondre au mieux, bien entendu, à ces interventions. Et même en termes de responsabilité, il est fondamental de voir ce que le système national peut proposer et si ces choses se traduisent dans la réalité. Il s'agit d'effectuer des vérifications et des rééquilibrages pour avoir une situation beaucoup plus transparente et claire. Et surtout,
il est fondamental de vérifier tous les déséquilibres, parce qu'il y a parfois des déséquilibres de pouvoir, mais ici nous travaillons dans un contexte de grande fragilité. Je pense que ce matin, quelqu'un a clarifié la chose de façon limpide. Il se peut qu'au niveau de la collectivité, il y ait parfois certaines problématiques qui soient liées à l'exclusion de certains groupes minoritaires. Et que faire par rapport à ce type de situation? Et c'est pour cela qu'il y a des rôles fondamentaux qui peuvent être joués, notamment au niveau de la conception de ce système. Merci beaucoup, Carol. Avant de poursuivre et que vous ne répondiez à la question que vous souhaitez, j'en ai reçu d'autres. Comment tenir compte les besoins en matière de traitement HIV? Et moi, je citerai plusieurs groupes vulnérables qui ont des besoins tout à fait spécifiques dans ce type de contexte et qui pourraient avoir désespérément besoin de programmes de sécurité sociale. Et ensuite, une autre question identique à celle que nous avons entendue il y a quelques instants. Quels sont les incitants qui ont été mis en place par les gouvernements pour précisément pouvoir inclure les populations déplacées? Alors, il semblerait que nous soyons tous mis d'accord sur le fait que les transferts de liquidités étaient la manière à suivre, pour autant que le contexte soit adéquat. Reste à savoir ce que nous entendons par contexte adéquat. Alors, je ne sais pas. Vous pouvez soit répondre à toutes les questions, soit à aucune de ces questions. Libre à vous de choisir. Alors, je suis désolée, le micro de madame n'est pas branché. Oui. Donc, je vais peut-être essayer de répondre à plusieurs de ces questions en même temps. Donc, ça va peut-être vous sembler peu cohérent. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais parler un tout petit peu des mécanismes qui nous permettent de faire face à différentes situations, des mécanismes d'adaptation et des mécanismes qui nous permettent véritablement de déclencher une réponse, surtout si une réponse à court terme s'avère nécessaire. Et il faut être en la matière relativement proactif. Et une manière d'agir serait par exemple, si une personne a une bonne compréhension des mauvaises stratégies d'adaptation qui sont mises en place ou des mauvais mécanismes d'adaptation qui sont mis en place au niveau des collectivités, au niveau des individus, voire même au niveau des familles, eh bien, dans ce cas de figure, il serait opportun de pouvoir signaler cette situation et agir préalablement à ce qu'on en arrive au point de non-retour. Parce qu'une fois qu'on en est arrivé à ce point, beaucoup pourraient dire « Ah mais oui, mais là on agit, mais on agit beaucoup trop tard ». Pour être tout à fait pratique et concret, je sais qu'il y a toute une série d'expériences, de stratégies d'adaptation qui peuvent impliquer toute une série de personnes et d'interlocuteurs divers et variés. Et ceci ne signifie pas pour autant que dès qu'une situation se produit, il faut que les gens réagissent. Mais néanmoins, si nous sommes en mesure de proposer une réponse immédiate, eh bien, cela pourrait être probablement judicieux, surtout si nous avons une bonne compréhension de la manière dont ces besoins peuvent évoluer et gagner en importance et en urgence. Cela ne signifie pas pour autant, et cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes contraints de proposer des solutions en matière de liquidité ou non, mais je pense que nous devons faire état des spécificités, des besoins qui se font jour. Donc, si les liquidités sont appropriées, eh bien, pourquoi pas? Mais je pense que cela va dépendre très largement des situations. Cela peut par exemple dépendre du résultat et des moyens qui sont mis à disposition. Au niveau de l'aide aux États-Unis, nous essayons d'utiliser les deux systèmes, à savoir les aides en nature et les aides sous forme de liquidité. Parfois, on est confronté effectivement à des contraintes, que ce soit en tant qu'acteur chargé de la mise en œuvre, et tout dépend bien entendu des ressources dont vous disposez et de celles que vous pouvez véritablement utiliser. Le fondement étant lié à cette nécessité de pouvoir examiner le contexte et de pouvoir en revenir en continu à ce dont nous parlons, à savoir des activités de développement et des activités d'urgence et déployer ces activités pour autant qu'elles ne puissent pas créer de difficultés. Alors, sur base de ce dont vous disposez, vous pouvez bien entendu concevoir votre propre programme qui soit faisable, bien entendu, qui soit approprié ou pas, et ceci devrait véritablement déterminer de quelle manière ces ressources sont susceptibles d'être utilisées, notamment sur le court terme. Alors à plus long terme, bien entendu, en fonction du contexte toujours, il est fondamental d'avoir une très bonne compréhension des
possibilités s'étalant sur le long terme, d'une vision s'étalant sur le long terme, notamment au niveau du gouvernement, au niveau de la collectivité ou de la communauté, afin de pouvoir décider ensemble quels sont les types de ressources et de moyens qu'à court terme on propose d'utiliser. Parce que de toute évidence, ces types de décisions doivent être prises de concert avec les autres partenaires du secteur, ainsi qu'avec les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment ceux avec lesquels on est appelé à collaborer. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu ramassé, ce n'est peut-être pas très cohérent, mais voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, Fabio, y a-t-il une question à laquelle vous souhaiteriez répondre? Oui. Très brièvement, quelques commentaires sur les mécanismes d'ajustement au niveau des collectivités et les mécanismes informels de protection sociale au niveau de la collectivité. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que tout n'est pas bon. Il peut y avoir des mécanismes d'ajustement qui sont excellents et d'autres qui sont très très mauvais, voire exécrables. Mais ceci devrait nous permettre d'être innovants, notamment en matière de mécanismes de protection sociale, puisque nous avons au niveau du dispositif formel de nouvelles possibilités qui pourraient se dessiner quant à ce que ces services pourraient offrir. Nous avons parfois des fonds qui sont mutualisés et en matière de protection sociale, notamment dans certains pays à faible revenu, il est parfois intéressant de mettre sur pied des systèmes contributifs en fonction, bien entendu, des possibilités et qu'il est important parfois de comprendre pourquoi les gens ne sont pas désireux d'investir à ce niveau-là. Alors, en ce qui concerne la récupération après une crise, il faut se dire que ce choc ou cette crise, elle heurte bien entendu les différents intervenants et en la matière, il convient de se soutenir mutuellement. Et puis, il faut savoir que effectivement, la communauté peut parfois être un facteur d'exclusion par rapport à certains bénéficiaires potentiels et il convient d'accorder toute notre attention à ces questions et nous avons eu la possibilité d'ailleurs d'aborder ces questions et ces possibilités. Notamment de notre côté, nous avons pu étudier certaines possibilités au niveau d'un groupe minoritaire. Alors, je vais essayer de répondre peut-être aux autres questions. Alors, la question des liquidités, est-ce que c'est la marche à suivre pour l'avenir? Alors, j'ai été surprise de voir à quel point les liquidités étaient considérées comme étant la solution. Et je présume que tout au long de la journée, alors que nous parlions de plus en plus de protection sociale, il est devenu de plus en plus clair que ce n'est pas les liquidités en tant que telles qui vont constituer la réponse et qui vont nous permettre de répondre aux besoins, d'autant qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins par ce seul moyen. Il faut une approche beaucoup plus détaillée, beaucoup plus holistique, accès aux services de base, en termes de logement, en termes d'eau, etc., etc. Et c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est ressorti très largement des autres présentations, et notamment lors de la présentation de l'étude de cas sur la Somalie, nous avons parlé d'un taux de malnutrition qui était encore relativement élevé et les liquidités n'ont pas toujours été en mesure d'aborder la thématique de la malnutrition. Donc, ou en tout cas pas selon les niveaux escomptés. Alors, il faut bien entendu des marchés qui fonctionnent correctement, mais en sus de cela, nous devons en revenir à un message de base, un message qui est revenu à maintes et maintes reprises dans les différentes présentations. Il faut des services de base, des services fondamentaux qui répondent aux différents besoins. Il faut que le marché fonctionne. Également, en sus de cela, vous connaissez le b.a.-ba de la chose et Oxfam a bien entendu toujours été partie prenante de ce type de débat et s'est beaucoup impliqué dans ce type de discussion. Alors, quels sont les incitants pour que le gouvernement puisse inclure des personnes déplacées? Et ça, c'est une question non seulement intéressante, mais qui constitue en soi un défi à part entière. Alors, si je réfléchis et si je reviens quelque peu en arrière au niveau de la Jordanie et des travaux que nous avons tenté d'y déployer, nous avons essayé de voir quels étaient les éléments qui avaient incité les gens à se rendre en Jordanie. Donc, il y avait toute une série d'éléments qui les ont attirés sur place et ceci a été bénéfique pour l'économie de la Jordanie. Et c'est vraiment sur cet aspect des choses que nous nous sommes concentrés. Donc, le fait de développer des arguments au niveau des marchés des entreprises, essayer d'expliquer comment tout cela va pouvoir contribuer au marché et à l'économie. Mais cela ne suffit pas, bien entendu, parce que nous ne parlons pas de façon immédiate comme étant une solution désespérée. Nous savons que ces personnes déplacées, ces réfugiés, etc., sont parfois
amenés à intégrer une population ou une collectivité. Je voudrais revenir d'ailleurs sur l'outil politique qui a été développé au niveau de l'Ouganda. Je pense qu'effectivement, alors je ne me souviens plus de ce que je voulais vous dire, mais nous avons eu une très très belle présentation au niveau du système de protection sociale. Et il est également intéressant de penser plus spécifique à la manière dont on peut gérer ce type de réponse, parce que nous savons que la réponse, elle est gérée à un très très haut niveau. Et je crois que l'Ouganda bénéficie de tout cela. En tout cas, financièrement, l'Ouganda peut bénéficier de tout cela en sa qualité de pays. Donc, il faut se dire qu'à un stade ou à un autre, le fait de pouvoir soutenir, le fait de pouvoir rallier des soutiens pour soutenir telle ou telle activité peut s'avérer intéressant, que ce soit au niveau des communautés hôtes ou que ce soit au niveau du pays en tant que tel. Donc voilà, quelques premières réflexions, même si je n'ai pas répondu à la question en tant que telle. Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai compris, ce que je retire des messages que nous avons entendus, et puis nous poursuivrons la discussion demain. Alors, première chose, nous avons entendu parler de la construction, de l'édification de différents dispositifs, et j'en reviens à la protection sociale, parce que c'est vrai que pendant plus d'une décennie, on s'est quelque peu écarté de ce modèle. Et les pays les plus pauvres du monde ont investi leurs propres ressources dans l'édification d'un système. Et nous sommes dans un monde complètement différent de celui qui existait il y a 10 ans. Et au niveau de la Banque mondiale, il y a plusieurs milliards de dollars par an qui sont empruntés par les gouvernements pour pouvoir investir dans ce dispositif, ce qui constitue un changement de taille. Donc là, il y a matière à réflexion et matière à développement. Alors, il est important également de voir comment les pays édifient le système. Il doit être flexible, il doit avoir le ciblage adéquat. Nous en parlons en permanence. Nous voulons que le gouvernement puisse dépenser son argent à bon escient et de la façon la plus efficiente et efficace possible. Et puis, de temps à autre, il est vrai que ce système repose sur d'autres choses que sur le revenu et le bien-être. Cela peut, par exemple, reposer sur l'endroit où vous vivez. Est-ce que vous avez été touché par telle ou telle sécheresse cette année? Et je crois que c'est important de le mentionner, puisque dans la communauté de la protection sociale, nous n'excellons pas dans la nécessité de se pencher sur des systèmes d'avertissement précoce. Lorsque nous regardons la situation dans certains villages, nous pouvons constater qu'il y a parfois des retards qui sont accumulés. Si nous avions un système en place qui nous informerait directement de certains écueils, de certaines difficultés, eh bien, nous pourrions directement agir dans les villages concernés. En ce qui concerne les systèmes humanitaires, il faut faire preuve de réalisme. Nous devons travailler avec ce qui existe d'ores et déjà, et c'est un message empreint de bon sens, frappé au coin du bon sens. Il s'agit ici d'utiliser ce qui existe déjà, ce qui est disponible, et ce sur quoi on peut éventuellement s'appuyer pour aller de l'avant. Alors, en Palestine, nous avons vu qu'il y a une transition tout en douceur qui s'est effectuée au niveau du système, grâce à l'aide de la Banque mondiale et des différentes instances gouvernementales, et nous avons pu, au niveau de l'Union européenne, travailler sur le côté ou le volet humanitaire. Donc, ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté et c'est du dialogue également. Et puis, point plus important encore, il est important de communiquer au fil de la mise en œuvre du dispositif et de tirer tous les enseignements, de voir quels sont les bons mécanismes qui ont été ciblés et comment la situation évolue. Un autre point très important qui a été soulevé lors de précédents panels, c'est de ne pas rater le coche, de ne pas rater les opportunités qui pourraient se dessiner éventuellement. Et la recherche qui a été menée à bien au Yémen est un excellent exemple. C'est quelque chose qui était prévu et qui est intervenu, qui a été effectué dans le cadre d'actions qui ont été développées. Donc, comme quelqu'un l'a dit, nous devons affiner le plan tant qu'il est encore temps et tirer surtout tous les enseignements de ce type. Finalement, je crois qu'il y a également un rôle à jouer au niveau du financement des impondérables. Nous savons qu'il y a des fonds catastrophes qui ont été créés et qui ont pu bénéficier à certaines populations. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de faire au niveau des assurances? Eh bien, nous pouvons essayer de mutualiser les moyens à l'échelon mondial et avoir des garanties mondiales pour précisément pouvoir agir. Alors, malheureusement, nous n'avons pas énormément de dispositifs qui nous permettent de couvrir tout ça. Et nous savons qu'avec le changement climatique, il va s'avérer de plus en plus nécessaire d'avoir une couverture en matière d'assurance. Et puis un autre point très important, c'est qu'il faut se respecter mutuellement et il faut travailler ensemble.
Et je voudrais bien entendu insister sur ce point auprès du Programme alimentaire mondial et auprès de la Banque mondiale. Il est fondamental de pouvoir travailler ensemble. Il est important de pouvoir passer le relais également à certains. Et cet apprentissage, bien entendu, est très, très important. Cet enseignement que nous venons de tirer est très important parce que nous travaillons nettement mieux lorsque nous travaillons ensemble et lorsque nous nous respectons mutuellement, lorsque nous essayons de voir quels sont les avantages proposés par chacun des acteurs. Et je voudrais terminer par un plaidoyer en faveur de l'ambition. Et je pense que Natalia l'a dit, il faut être ambitieux. Et il faut être réaliste en parallèle, mais ne pas être trop réaliste non plus parce que sinon on n'osera pas être ambitieux. Et puis finalement, je voudrais dire qu'il faut être opportuniste d'un point de vue stratégique. Donc il faut avoir une stratégie, il faut pouvoir saisir les occasions qui s'offrent à nous lorsqu'elles s'offrent à nous. Et il faut pouvoir, lorsque l'on vit aux États-Unis, nous avons bien entendu toute une série de célébrités qui vivent aux États-Unis. Et je me suis beaucoup inspirée de Martin Luther King. Il a écrit un courrier très, très frappant lorsqu'il a été emprisonné. Et il a écrit un courrier très intéressant. Dans ce courrier, il donnait un message qui était beaucoup plus élégant que celui que je vais vous donner. Il disait, je ne vais pas attendre, je ne vais pas rester assis à attendre que les choses se passent. Il faut être sur le terrain. Et c'est notre défi à nous. Que nous soyons du secteur de la protection sociale ou du secteur de l'aide humanitaire, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre et de regarder. Merci beaucoup de votre attention.